100 victimes par jour, chaque jour. C'est le nombre de soldats russes tués ou blessés. Rien que dans la direction de Kharkiv, selon Pavlov Shamshin, porte-parole du groupe opérationnel tactique de Kharkiv. Cela représente entre 8 et 10% des pertes russes quotidiennes totales sur l'ensemble de la ligne de front. Le ministère ukrainien de la Défense signale plus de 1000 pertes russes, pratiquement chaque jour, ainsi qu'une multitude de véhicules et d'équipements militaires. Examinons de plus près les pertes russes et la situation sur les lignes de front, notamment dans la région de Kharkiv. Le 16 juin, le ministère ukrainien de la Défense a communiqué son bilan quotidien des pertes russes. Cela comprenait 1170 soldats tués ou blessés au cours de la journée précédente, ainsi que la destruction de 3 chars, 49 systèmes d'artillerie, 2 unités d'équipement de défense aérienne, 2 véhicules blindés de transport de troupes ou véhicules de combat d'infanterie, 82 véhicules ou citernes de carburant, et 284 drones. Selon leurs chiffres, cela porte les pertes totales russes à un chiffre stupéfiant de 1 037 460 hommes, 11 025 chars, 22 904 15 véhicules de combat d'infanterie, 30 395 systèmes d'artillerie, 1196 systèmes antiaériens, 55 229 véhicules, 46 164 drones tactiques. Depuis le début de la guerre, en février 2022, l'Ukraine, pour une fois, n'a pas réussi à ajouter aux 421 avions, 340 hélicoptères, 3491 missiles de croisière, 1440 lance-roquettes multiples, 28 navires de guerre, 3932 unités d'équipement spécial et un sous-marin qu'elle avait précédemment signalé comme détruit. Ces chiffres sont stupéfiants, quels que soient les critères. Et pourtant, selon Shamshin et la plupart des autres analystes, les Russes continuent d'avancer. Rien que sur notre front, les forces russes perdent environ 100 personnes tuées et blessées chaque jour. En une semaine, presque une compagnie entière a été perdue, ce qui représente plus d'un bataillon. Mais cela ne les arrête pas, selon Shamshin. Il a ajouté que même l'armée russe fera face, tôt ou tard, au concept d'épuisement. Quand cela arrivera, les Russes auront probablement une surprise, espérons-le très désagréable. Ces déclarations montrent la ténacité de la défense ukrainienne. Malgré 4 années de guerre d'usure contre un adversaire bien plus grand, les forces armées de la nation courageuse tiennent encore leur position et infligent de lourdes pertes à l'ennemi. De plus, elles révèlent le principal problème de l'Ukraine. Malgré toutes ces pertes énormes en effectifs, en armement et en équipement, l'armée russe conserve toujours un avantage numérique considérable dans ces 3 catégories. Et dans une guerre d'usure, les mathématiques simples dictent que le résultat final favorise rarement le camp numériquement désavantagé. Avec le temps, le camp ayant moins de ressources finit souvent par s'épuiser. C'est en grande partie ce à quoi la guerre s'est résumée. Quel camp s'épuisera en premier? La stratégie russe mise sur une usure à 3 niveaux, comme nous le verrons plus tard. La Russie exploite sa supériorité numérique en effectifs et en équipement pour étendre les défenses ukrainiennes sur les 1600 km de ligne de front. En janvier, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a affirmé que 60 000 soldats russes étaient actifs en Ukraine. L'armée ukrainienne comptait 880 000 hommes, mais seulement environ 2 tiers sont disponibles pour servir sur la ligne de front. Beaucoup servent dans des rôles spécialisés, comme dans la marine ou l'armée de l'air, ou sont impliqués dans la planification, la logistique, la formation et d'autres fonctions annexes plus à l'intérieur du pays. Deuxièmement, elle essaie d'user progressivement les défenses aériennes de l'Ukraine, avec des essaims massifs de drones presque chaque nuit. La Russie pourrait avoir du mal à fournir assez de drones, vus à la première personne aux lignes de front, ce qui contribue à son taux élevé de pertes. Cependant, des rapports indiquent que malgré plusieurs frappes de drones ukrainiens sur l'usine principale d'Alabouga, au Tatarstan, la Russie a accru la production des drones kamikazes Garin utilisés lors de ses raids de nuit. Certains rapports suggèrent qu'au rythme actuel de production, la Russie pourra bientôt lancer jusqu'à 1000 missiles et drones chaque nuit. Aucun système de défense aérienne au monde n'a jamais eu à faire face à un barrage aussi soutenu. Il reste à savoir combien de temps les défenses aériennes ukrainiennes résisteront à un tel volume. Cette pression sur la défense aérienne ukrainienne est un élément clé de la stratégie russe, visant à épuiser l'Ukraine, en réduisant les stocks d'armes cruciales de l'OTAN. En janvier, Zelensky a déclaré que l'Ukraine produisait environ un tiers de ses besoins en armement. Le reste vient des partenaires de l'OTAN, dont les stocks et la capacité de production sont limités pour le moment. Malgré l'épuisement bien documenté d'une grande partie de l'arsenal russe, à un rythme plus élevé que celui de l'Ukraine, l'écart entre les deux armées sans les armes de l'OTAN demeure inconfortablement grand. Selon Statista,
En 2025, la Russie dispose toujours d'un avantage de 13 fois en ce qui concerne les avions militaires, d'un avantage de 7 fois en véhicules blindés, de 5 fois en chars et de 11 fois en systèmes d'artillerie et lance-roquettes mobiles. Statista ne donne pas de chiffres pour les drones, missiles et systèmes de défense aérienne. En fait, très peu de sources en ligne qui suivent et comparent les arsenaux des différentes nations répertorient ces systèmes. C'est une lacune flagrante dans la base de connaissances publiques. Comme l'ont montré la guerre en Ukraine et les conflits d'Israël au Moyen-Orient récemment. Les drones, en particulier les drones, vus à la première personne omniprésents sur les lignes de front, sont devenus les éléments les plus importants de l'arsenal moderne. L'Ukraine possède un avantage numérique et technologique sur la Russie dans ce domaine. Du moins pour l'instant. L'Ukraine aurait déjà la capacité de produire 5 millions de drones par an, ce qui pourrait représenter jusqu'à 5 fois plus que la Russie. Cependant, pour les systèmes de défense aérienne et les missiles, deux armes cruciales, l'Ukraine dépend grandement de ses partenaires pour un approvisionnement suffisant. La Russie espère que les membres de l'OTAN finiront par considérer que continuer à armer l'Ukraine reviendrait à compromettre leur propre sécurité au-delà des limites acceptables. L'Ukraine et ses alliés occidentaux font un pari opposé, mais tout aussi risqué, en espérant que la Russie cesse ses actions. Ils espèrent que l'Ukraine pourra progressivement user l'armée et l'arsenal russe, jusqu'à ce que la meilleure option pour la Russie soit de chercher à mettre fin au conflit par la négociation, dans des conditions défavorables. L'idéal serait que l'armée russe soit tellement affaiblie qu'elle ne représente plus une menace crédible d'invasion d'autres pays européens. Ou, mieux encore, la pression sur la Russie due à la dégradation constante de ses hommes, machines et économies entraînera l'effondrement du régime. La stratégie d'affaiblissement progressif de la Russie fonctionne-t-elle ? Il est difficile de trancher définitivement des arguments existants des deux côtés. Peut-être le vieil adage ? La Russie n'est jamais aussi forte qu'elle en a l'air. La Russie n'est jamais aussi faible qu'elle en a l'air. Attribué à des personnalités comme Winston Churchill et Napoléon Bonaparte, cela sonne particulièrement vrai ici. Les chiffres bruts sur la main-d'œuvre soulèvent plus de questions que de réponses. Si les chiffres de Statista sont exacts et que la Russie dispose d'une armée active d'environ 132 millions, mais qu'elle a déjà subi plus de 1032 millions de pertes, alors d'où viennent les 60 000 soldats censés combattre en Ukraine ? Pour être honnête, les chiffres ne correspondent pas. Une explication possible est que le nombre de pertes, qui comprend les morts et les blessés, est principalement composé de soldats blessés, dont beaucoup ont ensuite été réhabilités et renvoyés au combat, complétés par un flux constant de nouvelles recrues, allant de 40 000 à 45 000 par mois selon Zelensky. Cela suffira à maintenir les effectifs malgré les lourdes pertes. Ou peut-être que le ministère ukrainien de la Défense exagère un peu sa version des faits. On peut dire que la source la plus fiable concernant les pertes russes est le média indépendant russe, anti-Poutine Mediazona. En partenariat avec British Broadcasting Corporation News Russie, ils suivent les décès militaires russes confirmés via des sources publiques vérifiées, dont des publications sur les réseaux sociaux par des proches, des reportages locaux et des annonces des autorités régionales. Ils fournissent aussi une estimation de la surmortalité masculine basée sur les données du registre des successions, pour compenser les limites des décès signalés publiquement. À ce jour, ils estiment le nombre de morts russes en Ukraine entre 116 000 et 165 000. En supposant que les pertes totales rapportées par le ministère ukrainien de la Défense et l'estimation maximale des propriétaires de médias soient exactes, le ratio blessés-morts de la Russie est d'environ 6 pour 1, ce qui semble crédible. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le ratio moyen de pertes militaires était d'environ 3 pour 1. Des ratios inférieurs indiquaient possiblement des crimes de guerre. Mais les progrès de la technologie médicale et des tactiques de guerre ont considérablement réduit le taux de mortalité. Dans la guerre en Irak, par exemple, les États-Unis ont atteint un ratio compris entre 10 et 17 pour 1. Il est donc plausible que la Russie, avec des installations médicales inférieures aux États-Unis et des tactiques de combat brutales, ait un ratio de perte d'environ 6 pour 1. Malgré les pertes quotidiennes de plus de 1000 soldats, la Russie a réussi à combler les brèches et à poursuivre son offensive en Ukraine, selon Shamshin. Mais c'est pareil pour l'Ukraine. Chaque jour, le ministère russe de la Défense rend compte des pertes ukrainiennes d'une manière similaire à son homologue. Le 15 juillet, il a fait état d'un total de 1030 pertes ukrainiennes. Cela incluait jusqu'à 180 soldats ukrainiens, 5 blindés de combat, 6 véhicules motorisés et 8 pièces d'artillerie. Pris en compte par le groupe de combat Seva ou Nord, qui est responsable de la région de Kharkiv. Si ces chiffres sont exacts, ce qui est incertain, cela signifierait que les pertes ukrainiennes pour la journée dans cette direction dépassaient de 80% celles de la Russie. La Russie rapporte quotidiennement des chiffres similaires, et les problèmes de main-d'œuvre de l'Ukraine semblent bien plus critiques que ceux de la Russie. Jusqu'à présent,
Les salaires et avantages généreux offerts aux nouvelles recrues de l'armée ont permis à Poutine d'éviter le type de mobilisation difficile que Zelensky a dû mettre en place. Les données de Mediazoner montrent que la majorité des soldats russes tués proviennent des régions périphériques et des villes régionales, plutôt que des grands centres comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Les chiffres les plus élevés proviennent de lieux comme le Tatarstan, Yekaterinbourg, Tcheliabinsk, Saratov et Orenbourg, où le salaire de l'armée serait littéralement suffisant pour sortir des familles entières de la pauvreté. La seule campagne de conscription ordonnée par Vladimir Poutine jusqu'à présent, qui a amené 30 000 conscrits fin 2022, a provoqué la fuite immédiate de 500 000 à 1 million de personnes, principalement des travailleurs hautement qualifiés, hors de Russie. Avec près de 2 millions de soldats en réserve, il a pour l'instant évité une nouvelle catastrophe similaire. Malheureusement, la situation est différente pour l'Ukraine. Ses pertes réelles sont encore plus secrètes que celles de la Russie. En février, Zelensky a déclaré que 46 000 personnes avaient péri et 390 000 autres avaient été blessées lors des combats. En septembre, le Wall Street Journal avait avancé le nombre de 80 000 morts et 40 000 blessés contestés par Zelensky. Ces chiffres correspondaient à l'estimation de l'Économiste en novembre, qui faisait état de 60 000 à 100 000 morts et de 40 000 blessés également. Pour poursuivre le combat, les pertes ukrainiennes seraient 2 à 4 fois moindres que celles de la Russie. Est-ce crédible, étant donné que les lignes de front reculent vers l'ouest depuis de nombreux mois maintenant? Votre avis vaut autant que le nôtre. Mais quels que soient les chiffres réels, il est clair que l'Ukraine a plus de mal à les remplacer que la Russie. Selon les témoignages, le volontariat pour la conscription a diminué, poussant l'État à prendre des mesures plus strictes pour maintenir ses effectifs. Des centaines de vidéos en ligne montrent des hommes arrachés à la rue ou leur domicile et embarqués de force dans des fourgons par des agents du TCC, certains violemment battus. Cette forme de mobilisation, appelée buzzification, est devenue un sujet de division tel que certains Ukrainiens ont ouvertement célébré les récents bombardements russes contre les centres de recrutement du TCC dans plusieurs villes. À la grande frayeur des autres, des commandants ukrainiens ont aussi déploré que les mobilisés de force manquent de motivation au combat et désertent souvent dès que possible. On estime qu'environ 20 000 soldats ukrainiens ont déserté, plus de 10 000 étant inculpés pour désertion d'ici fin 2024 selon la loi ukrainienne. L'armée ukrainienne est donc mise à rude épreuve par une force russe numériquement supérieure sur tous les fronts et elle peine davantage à maintenir ses effectifs. L'armée russe poursuit donc lentement et difficilement son avancée vers l'ouest. En juin, elle a conquis 215 miles carrés de plus, soit environ la superficie de Chicago. La lente progression russe est souvent vue comme une faiblesse, mais cela ne tient pas compte de la qualité des défenses ukrainiennes. Pour commencer, les Russes tentent de traverser certaines des lignes défensives les plus denses et les mieux construites jamais créées, en particulier dans le Donetsk. Dans l'est de l'Ukraine, les Ukrainiens ont fortifié de nombreux petits villages, ce qui rend la situation très difficile. Mais entre eux, il y a une multitude de tranchées. Bastions, fossés anti-chars, champs de mines et les omniprésents drones, vus à la première personne ukrainiens que les Russes affrontent. Chaque champ et lisière de forêt doivent être conquis au prix du sang. Tous les 2 ou 3 jours, la Russie annonce la prise d'un nouveau village sur le front. Le 16, le ministère de la Défense a annoncé la prise de Novokatskoïa dans le Donetsk, avec des images géolocalisées le confirmant. 2 jours plus tôt, ils ont annoncé la prise de Malinovka dans la région de Zaporizhia et le 11 celle de Zelena Yadolina dans le Donetsk. À un rythme d'escargot, les forces russes encerclent également lentement mais sûrement la grande ville de Pokrovsk, qui semble être la principale cible de leur offensive estivale jusqu'à présent. Contrairement à d'autres villes capturées comme Mariupol, Bakhmut et Avdiivka, il semble que la Russie tente de ne pas détruire complètement Pokrovsk. Au contraire, il semble vouloir encercler la ville pour couper la logistique qui approvisionne les importantes forces armées ukrainiennes à l'intérieur de Bakhmut. Les premières tactiques russes dans la guerre visaient à submerger les villes et villages par des assauts massifs, avec de grands groupes d'infanterie soutenus par des frappes aériennes et d'artillerie. Toutefois, après avoir subi de lourdes pertes humaines et matérielles face aux drones ukrainiens, les meilleurs au monde, ils ont modifié leur stratégie. Ils lancent maintenant des attaques quasi suicidaires contre des localités, impliquant de petits groupes de 3 ou 4 fantassins. L'avancée vers les positions ukrainiennes, sous couverture de drones vus à la première personne, vise à attirer les tirs ennemis et à révéler les positions de l'artillerie ukrainienne et des opérateurs de drones. Après avoir accompli cela, ils bombardent la localité jusqu'à la détruire complètement, en combinant des frappes d'artillerie, des bombes guidées FAB, des systèmes de lance-flammes lourds, un des lance-flammes lourds et parfois un missile de croisière Iskander-M. Enfin, ils chargent avec l'infanterie sous la couverture des drones et nettoient ce qui reste de la défense. C'est lent, c'est brutal et c'est sanglant. Mais dans de nombreuses zones du front,
grâce à leur supériorité numérique, ils avancent implacablement. Ce n'est pas le cas dans l'oblast de Kharkiv, où ils font face à une résistance particulièrement belliqueuse et déterminée. L'objectif principal des forces russes est de détourner les forces ukrainiennes des principaux objectifs de la Russie dans le Donetsk et de créer une zone tampon le long de sa frontière. L'objectif est de freiner les frappes de drones ukrainiens, de plus en plus dévastatrices en Russie, et de prévenir une nouvelle invasion de type Kursk. D'après Shamshin, la Russie a entamé des opérations actives il y a 2 semaines, près de Milova, au nord-est de Velikaya Boluk. Ils ont traversé la frontière d'État à cet endroit et ont essayé d'atteindre le village d'Ambané, mais ont été stoppés. Ils ont changé de direction vers le village de Katni, mais ont été arrêtés. Ils ont cherché des faiblesses dans notre défense en les tirant. S'ils pensent avoir trouvé un point faible, ils y concentreront leur infanterie pour exploiter ce succès, a-t-il déclaré. Il a aussi affirmé que la Russie avait mené 5 attaques sur les positions ukrainiennes près du village de Zelina, mais avait été repoussée. Cependant, l'action principale dans la région de Kharkiv reste ce qu'il reste de la ville de Vovchansk. Et ici, il semble que du moins temporairement, les Russes aient réussi à prendre pied sur la rive ouest ukrainienne de la rivière qui coupe la ville en 2. Les Russes retiennent la rive est depuis des mois, mais ils n'ont pas réussi à faire de progrès significatifs du côté ouest depuis 2 ans. Le 16 juillet, la 57e brigade motorisée d'Ukraine a publié des images montrant le pilonnage des positions russes sur la rive ouest. La vidéo montrait des attaques contre des positions russes bien retranchées, plutôt que contre des groupes de sabotage et de reconnaissance. Cela suggère que, peut-être cette fois, les Russes ont réussi à prendre pied, à partir duquel ils pourraient enfin tenter de chasser les Ukrainiens. Selon Shamshin, il ne reste presque rien de Vovchansk, la ville étant quasiment détruite. À Vovchansk, tous les bâtiments sont endommagés. Les Schusskarystom poursuivent les bombardements avec de l'artillerie, des systèmes lourds et des lance-roquettes multiples. Cependant, la menace principale actuelle provient des drones. Les Russes en ont un nombre extraordinaire, ils sont très actifs. Pour l'instant, malgré une pression extrême dans certains secteurs, la défense ukrainienne tient à Kharkiv et pratiquement sur l'ensemble du front. Mais cela fait longtemps que l'Ukraine n'a pas réalisé de progrès significatifs, repoussant la Russie et reprenant ses terres occupées. Peut-être que l'afflux d'armes issues du nouveau plan annoncé, dans lequel les membres de l'OTAN achèteront de grandes quantités d'armes aux États-Unis pour l'Ukraine, permettra une nouvelle offensive ukrainienne. Quoi qu'il arrive, vous en entendrez parler ici en premier dans l'émission militaire. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et merci comme toujours d'avoir regardé.